Alors je vais vous demander 2-3 petits instants, j'arrive. Alors, une précision qui a son importance. Je vais citer une marque, Petit Bateau, fabriqué ici à Troyes. Oui, je sais, ma mère me disait, la vie ne fait pas le moine. Mais comme toute maman, elle pensait aussi, elle le disait même, à rien ne l'habille. Monsieur le ministre, je vous ai dit bienvenue à Troyes. Il y a un an, monsieur le ministre, à Montpellier, nous avions avec 21 organisations amies, partenaires, interpellé 7 candidats à l'élection présidentielle. 7 candidats pour leur rappeler que l'agriculture, avec son amont, avec son aval, avec tous les services associés, était évidemment des atouts incontournables pour la réussite de nos territoires. Depuis ce dernier événement, 2 étapes majeures ont été franchies. François Hollande a été élu président de la République. Il vous a choisi comme ministre de l'Agriculture et nous avions alors, à l'époque, approuvé ce choix. Les élections aux chambres d'agriculture, deuxième étape majeure, ont conforté la place de notre syndicat majoritaire FNSEA-JA. Voilà un choix démocratique politique pour 5 ans et une représentation professionnelle établie pour 6 ans. Les acteurs sont en place, il convient maintenant d'avancer pour que l'agriculture et ses filières participent pleinement au redressement productif de notre pays. Monsieur le ministre, vous connaissez bien, je crois, la notion de démocratie sociale que cultive notre pays. On en a beaucoup parlé ce matin à travers l'intervention d'ailleurs de Raymond Souly. Vous ne serez donc pas étonné que le syndicalisme majoritaire souhaite être consulté, écouté, entendu et respecté. Entendez-nous, monsieur le ministre. Entendez-nous, monsieur le ministre, et ne vous trompez pas d'interlocuteur. Il ne saurait y avoir une politique agricole mise en place sans une approbation des paysans. Et nous en représentons aujourd'hui la majorité légitime, incarnant la diversité, je dis bien la diversité de l'agriculture française. Vous appartenez aujourd'hui, monsieur le ministre, à une majorité dont personne ne conteste la légitimité. Nous attendons le même traitement. Trois dossiers principaux aujourd'hui nous occupent, et ceci depuis de longs mois, et vont faire l'objet de décisions dans les prochaines semaines, ou en tout cas dans un futur proche. L'environnement, la compétitivité et la PAC. Mais d'abord, je voudrais rappeler quelques éléments de contexte. La réforme de la PAC de 2003, que nous avons combattue, produit malheureusement ses effets. Une volatilité extrême des prix, des fluctuations erratiques des marchés qui n'épargnent aucune production. Depuis 6 ans, je peux dire, sans me tromper, que chacun d'entre nous dans cette salle a connu toutes les situations, en termes de prix, mais également en termes de revenus. Et je voudrais dire avec beaucoup de solennité qu'il ne sert à rien d'opposer les agriculteurs entre eux, les régions entre elles, les productions entre elles. L'instabilité est devenue la règle, on peut le regretter, mais c'est une réalité. Alors oui, aujourd'hui, c'est l'élevage qui connaît une situation économique très préoccupante, avec une flambée des prix de l'alimentation animale. Et pourtant, chacun le reconnaît, l'élevage
est un atout considérable pour la France. Souveraineté alimentaire, balance du commerce extérieur, emploi, économie dans les zones rurales, maintien des paysages et de la biodiversité, et je dois le dire, les Français sont très attachés et aux éleveurs et à l'élevage. Mais notre élevage est menacé par la perte de compétitivité des filières françaises. Nous ne voulons pas d'une France, et personne n'y a intérêt d'ailleurs, nous ne voulons pas d'une France céréalisée. La complémentarité céréales-élevage, c'est notre richesse, c'est notre capital, il faut le préserver. Et je l'affirme devant vous, éleveurs céréaliers, même combat. Ma priorité, c'est d'abord de redonner des perspectives économiques crédibles à l'élevage. Pour cela, il faut des prix, il faut de la rentabilité, il faut de la croissance, il faut des perspectives. Et la PAC doit accompagner cette dynamique. Mais nous devons aussi renforcer le lien et la complémentarité entre céréaliers et éleveurs, la contractualisation, le fonds de modernisation céréaliers et éleveurs, par exemple, en sont des illustrations. Et je l'affirme à nouveau, l'élevage est une cause nationale, nous en avons décidé et c'est ce que nous ferons, c'est ce que nous dirons, c'est ce que nous affirmerons devant nos concitoyens dans les semaines qui viennent. Alors votre plan de relance, pourquoi pas? Mais je dois vous le dire, se contenter d'agir sur la PAC et sur la LME, le compte n'y est pas. Où est l'ambition de la compétitivité et de la conquête, de la baisse des charges, de la valorisation des produits, de l'étiquetage de l'origine, de l'exportation, bref, en un mot, où est l'ambition du prix et de la croissance? C'est ce que nous réaffirmerons dans les cahiers de doléances que nous déposerons en département le 12 avril prochain. C'est aussi ce que nous réaffirmerons le 23 juin à Paris auprès de nos concitoyens. Nos concitoyens ont besoin aujourd'hui de comprendre qu'il y a une menace forte à voir disparaître dans un certain nombre de régions, de territoires, un nombre massif d'éleveurs, avec évidemment toutes les conséquences que je viens de rappeler. Et si nous voulons prendre nos concitoyens à témoin, ça n'est pas pour, une fois de plus, venir nous lamenter. Non, il y va de l'intérêt général. Et dans cet intérêt général, il nous apparaît hautement essentiel de rappeler, au fond, quelques réalités simples. Comment peut-on revendiquer, d'un côté, plus d'origine, plus de traçabilité, plus de proximité, plus de qualité, toujours plus, et vouloir s'aligner sur un standard mondial en matière de prix? Ça n'est plus supportable. Je devrais même dire sur un standard européen. La grande chance de l'agriculture française, c'est justement de savoir répondre à une diversité à la fois agricole, mais également alimentaire. Mais de cette diversité, évidemment, de manière tout à fait consécutive, naissent un certain nombre de surcoûts. Eh bien, il y a une forme de paradoxe dans ce pays où nous revendiquons cette diversité, nous refusons d'y apporter la valeur nécessaire pour pouvoir la maintenir. C'est ça aussi que nous irons dire devant nos concitoyens le 23 juin à Paris. Alors je ne pourrais pas d'ailleurs être exhaustif, mais je voudrais dire aussi qu'à côté de l'élevage, d'autres productions connaissent aussi des situations difficiles. Je pense en particulier à celles de ces productions qui sont fortement impactées par une intensité en matière de coût de main-d'œuvre. C'est vrai pour le secteur des fruits et légumes, je pourrais y rajouter pour partie la viticulture et l'horticulture, mais fruits et légumes auxquels viennent s'ajouter aujourd'hui d'autres difficultés, je veux parler de l'épineux dossier des plans de campagne. Et là on touche à l'absurde, Monsieur le Ministre. Faites en sorte que des solutions soient trouvées pour que le règlement de cette affaire soit neutre pour les producteurs qui sont déjà à bout de souffle. Il y va là aussi de l'intérêt de ce secteur stratégique. Je voudrais maintenant vous dire évidemment quelques mots sur ces différents sujets que j'ai rappelés, environnement, compétitivité et PAC. Environnement. Je ne sais pas si vous en avez conscience, Monsieur le Ministre, mais voilà bien un sujet qui fait consensus entre tous les paysans, entre toutes les productions, entre tous les territoires, j'allais dire quelle que soit la sensibilité des uns et des autres. Et l'actualité sur ces dossiers lourds, eh bien c'est par exemple la conditionnalité 2013. Comment expliquer, comment comprendre que l'on va définir en avril des règles alors que la campagne est démarrée depuis le 1er août dernier? Nous demandons clairement
et de manière tout à fait officielle. Je la reformule aujourd'hui devant vous. Nous demandons que 2013 fasse l'objet de ce que nous avons appelé une année blanche, autrement dit, que s'appliquent en 2013 les règles de la conditionnalité 2012. Deuxième sujet, ça ne vous surprendra pas, l'extension des zones vulnérables. Alors, si sur certaines zones, et je le dis avec beaucoup de sincérité, les préfets coordonnateurs de bassin ont reconnu le bien fondé de nos attentes et les efforts réalisés, nous refusons aujourd'hui les extensions dans 33 départements, pour lesquels d'ailleurs, nous avons déposé des recours. Évidemment, tant que les recours ne sont pas jugés, on ne peut pas préjuger de ce qui en sera, mais je crois pouvoir dire devant vous que beaucoup de ces recours seront gagnés, parce que, franchement, lorsque, au doigt mouillé, pour rassembler deux zones qui étaient distantes de quelques kilomètres, on n'a fait plus qu'une seule zone au nom d'une simplification, pseudo-simplification, sans prendre en compte de réels critères objectifs pour reclasser un certain nombre de communes, je pense que sur ces sujets-là, nous aurons gain de cause. En tout cas, comptez sur nous pour nous battre sur ce dossier. Troisième sujet, les programmes d'action. Nous refusons aujourd'hui les mesures nationales qui ne prennent pas en compte la réalité du terrain. À titre d'exemple, les dates nationales d'épandage. Christiane l'a rappelé tout à l'heure dans sa conclusion. Enfin, comment peut-on accepter, lorsque aujourd'hui nous voulons mettre l'agronomie au cœur de nos préoccupations, notamment, lorsque l'on sait les effets et les conséquences d'une climatologie qui est pour le moins erratique d'une année sur l'autre, comment accepter que nous puissions avoir d'un bout à l'autre de la France, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des dates différentes, avec une application complètement normée, complètement normative. Là aussi, je vous le dis, Monsieur le Ministre, du pragmatisme, du pragmatisme, du pragmatisme. Restent les dossiers sur lesquels, en allant de rapport en études, de groupes de travail en commission, il faut apporter désormais des solutions concrètes. Le stockage de l'eau, cher député Philippe Martin. Oui, il faut lever un certain nombre de freins réglementaires, mais il faut aussi changer un peu notre logiciel interne. Au nom de quoi stocker de l'eau dans ce pays serait contre-productif, contre nature, en matière de biodiversité, en matière d'équilibre naturel. Il y a là des non-sens sur lesquels il faut revenir, disons-le, il n'est plus supportable aujourd'hui. Ce fut le cas en 2011, d'aller s'approvisionner de l'autre côté des Pyrénées pour nourrir nos propres élevages. Il y a là des non-sens qu'il faut dénoncer, là aussi un peu de cohérence. La protection des cultures, même chose. Avoir de vraies solutions face aux impasses techniques et non une réduction linéaire aveugle. Et je fais une petite parenthèse, Monsieur le Ministre, parce que celle-là, elle ne passe pas. Comment pouvons-nous supporter que votre directeur de cabinet nous écrive, ou plus exactement écrive aux associations spécialisées végétales, en y incluant un paragraphe dans lequel, franchement, venant du ministère de l'Agriculture, on peut s'étonner. Paragraphe dans lequel on fait une liaison directe entre le revenu des agriculteurs et la consommation de phytosanitaires. Enfin, de qui se moque-t-on? De qui se moque-t-on? Ceci est parfaitement inacceptable. Aujourd'hui, ne pas reconnaître, par exemple, pour être très concret, qu'entre 2012 et 2011, année de sécheresse, année saine d'un côté, année pourrie de l'autre, il n'y ait pas des surconsommations liées justement à une climatologie complètement inverse d'une année sur l'autre. Ça, c'est du bon sens, c'est de l'agronomie, c'est prendre en compte des situations que nous avons à gérer en tant que paysans. J'espère que ce paragraphe sautera vite, non seulement des écrits, mais tout simplement de ce que vous pensez sur le sujet. Et puis je voudrais dire, et vous me permettrez de dire que nous aurons l'air malins quand nous serons devenus les champions du monde de l'agroécologie, mais sans paysans et sans agriculture. Autre sujet, et Dieu sait si c'est un sujet qui revient régulièrement dans nos congrès, mais je dois le constater de congrès en congrès avec de plus en plus d'acuité. Je veux parler notamment du pastoralisme, qui n'est plus compatible, qui n'a jamais été, mais qui est de moins en moins compatible
avec les prédateurs. Alors, je le dis avec là aussi objectivité, les négociations du futur plan loup se déroulent aujourd'hui dans un meilleur climat, mais nous resterons vigilants sur son application locale pour assurer une véritable régulation. Nous ne nous sommes jamais opposés à la Convention de Berne. Mais la Convention de Berne, ça n'est pas tout et n'importe quoi. Il faut réguler le loup, clairement. Et puis, nous vous le disons tout net, non à la réintroduction de l'ours. Et attention, dans le même temps, à l'accroissement des populations de toutes espèces de prédateurs, sangliers, campagnols, vautours, bref, la liste peut s'allonger. Il y a aujourd'hui des incompatibilités entre l'activité agricole et la recrudescence de ces prédateurs. Alors, vous l'aurez compris, Monsieur le Ministre, nous souhaitons une prise en compte pragmatique et évolutive des dossiers d'environnement et non une gestion autoritaire, autiste et, je le dis, souvent punitive. De même, c'est une harmonisation européenne dont nous avons besoin et plutôt qu'une volonté d'être toujours le premier de la classe, notamment au plan européen. Je prends l'exemple des installations classées. Je pense que les producteurs de porc et de volailles savent de quoi je parle quand je m'exprime là-dessus. Non, être le premier de la classe systématiquement, être plus zélé que la moyenne, ça a ses limites. On l'a redit dans la table ronde tout à l'heure, il y a aujourd'hui un certain nombre de sujets sur lesquels il nous faut absolument rentrer dans la norme européenne, faute de quoi nous serons mis hors jeu. Sachons reconnaître le rôle de l'agriculture dans la transition énergétique. Les biocarburants, la biomasse, la méthanisation, le photovoltaïque, oui, nous avons des solutions, nous aussi, à apporter. Et puis je terminerai sur ce volet environnemental, sur les dangers qui nous guettent en matière de fiscalité écologique. Eh oui. Nous ne sommes pas dupes, Monsieur le Ministre. Sous couvert d'écologie, l'État recherche aujourd'hui des ressources complémentaires. On nous annonce d'ailleurs, et je vais citer M. Depertuis, comme ça je citerai mes sources, on nous annonce un besoin de 6 à 9 milliards d'euros par cette fiscalité écologique. Autrement dit, l'État veut nous prendre dans une poche ce qu'il devrait nous redonner, un peu chichement d'ailleurs, dans l'autre, via notamment le CICE. La FNSEA sera très vigilante, car tous nos moyens de production, que ce soit le GNR, les engrais, l'eau, etc., sont aujourd'hui dans le collimateur. La FNSEA refuse toute mesure qui affecterait le revenu des exploitations et des filières. C'est le cas de l'écotaxe, j'ai envie de dire véritable usine à gaz. Je rappelle, Monsieur le Ministre, n'oubliez jamais ce chiffre, qu'à chaque fois qu'on nous prélève 150 millions d'euros, c'est un point de revenu agricole en moins. Retenez bien ce chiffre, 150 millions d'euros, un point de revenu agricole. Alors, je crois qu'il est temps que nous remettions la machine dans le bon sens. Nous sommes très méfiants aussi sur des propositions de financement d'actions nouvelles et qui, à nouveau, évidemment, pourraient générer des ressources supplémentaires et donc des taxes supplémentaires. Par exemple, taxer l'azote minéral pour financer la méthanisation. Bien, on a entendu ça quelque part. Enfin, la dimension fiscale, qui est un élément, évidemment, qui me permet aussi de faire la transition avec le dossier de la compétitivité. Alors, en matière de compétitivité, vous le savez, nous ne sommes plus les premiers en Europe, et là aussi, nous avons une ambition. Je dis bien une ambition, et elle n'est pas maligne, elle n'est pas mal placée. Cette ambition, c'est de redevenir les numéros 1. Nous en avons les moyens d'améliorer nos résultats pour participer pleinement aux efforts du redressement de notre pays. Ceci passe par la prise en compte et la volonté d'apporter des solutions à de nombreux problèmes, mais je vais me contenter d'en citer 6. Le foncier agricole, la fiscalité, le coût du travail, la promotion, ou en tout cas le pouvoir de négociation des producteurs, l'organisation des producteurs et des filières, et l'attractivité des métiers. Sur le foncier agricole, nous serons présents sur les deux débats, celui de la loi Duflot et celui de la loi d'avenir que vous préparez. Je le dis là aussi avec réalisme, avec pragmatisme. Le libéralisme absolu ne peut être la règle en matière foncière. Il faut mieux réglementer et légiférer pour protéger l'activité des producteurs agricoles et en particulier soutenir l'installation des jeunes. Ceci passe aussi par plus de transparence. Vous le savez, certaines formes sociétaires aujourd'hui
mérite sans doute qu'on y regarde. Ce sera un sujet sur lequel nous nous exprimerons. La fiscalité. La fiscalité, je reconnais, et je vous en remercie, je salue d'ailleurs les services de l'Élysée et de Matignon qui ont eux aussi apporté leur pierre à l'édifice. Un pas significatif a été fait avec la réforme des pays des PA au cours de cette loi de finances. Il faut poursuivre l'effort et l'amélioration de ces dispositifs en ayant conscience que notre fiscalité est un levier d'efficacité économique pour nos exploitations et notamment dans un contexte de forte volatilité. Philippe Chalmin l'a rappelé notamment hier. Le coût du travail. Parlons-en. Nous aurions préféré, je le dis très clairement, et je ne veux pas être partisan en disant cela, mais nous aurions préféré, parce que c'était une proposition que la FNSEA, alors Christiane a eu l'amabilité tout à l'heure de rappeler que c'était déjà une proposition du CNJA il y a quelques années, mais la FNSEA l'a largement promue, nous étions favorables à un dispositif de type TVA anti-délocalisation ou TVA dite sociale, préféré au CICE. Nos entreprises ont besoin d'un réel choc de compétitivité. Nous l'avons redit ce matin, notamment à travers les propos de Louis Gallois et à travers les propos de Raymond Soubi. Nous regrettons aussi la remise en cause de l'exonération totale des charges patronales sur les saisonniers. C'était une mesure extrêmement importante à partir de laquelle nous avions fait de la lutte contre le travail clandestin l'une de nos actions phares. Cette remise en cause partielle aujourd'hui anéantit des années d'efforts et de travail. Nous le regrettons, mais j'ai bien entendu les propos du Président de la République pendant le Salon de l'agriculture. Le Président a dit « nous y reviendrons ». Nous serons au rendez-vous pour rappeler au Président et à son gouvernement qu'il faudra y revenir et il ne faudra pas attendre la fin du quinquennat. Je voudrais aussi ouvrir une petite parenthèse pour dire que nous avons, il y a 2 ans maintenant, nous avons payé en quelque sorte pour bénéficier de l'équivalent d'1 euro d'économie sur les charges des emplois permanents, des CDI, dispositif financé, jamais mis en œuvre. Là aussi, pourquoi nous sommes méfiants sur toutes ces formes de taxes, affectées ou non d'ailleurs? On crée la taxe, le dispositif ne se met pas en place, mais la taxe, elle est prélevée. La taxe sur le CSGNR ou la taxe sur les sodas, elle est aujourd'hui dans le budget de l'État. J'avais demandé en son temps, au moment de la loi de finances 2013, à récupérer ces moyens-là. Évidemment, circuler, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir, oui, sauf qu'au moment où nous payons, nous aimerions bien revoir l'argent, en tout cas les moyens que nous avons investis. Dans ce contexte, quel peut être l'avenir de nos secteurs de production à forte intensité de main-d'œuvre dans un marché unique européen sans règles sociales harmonisées? Là aussi, Monsieur le Ministre, nous vous le disons, 2 de vos collègues belges ont mis récemment l'accent sur cette forme de dumping social dont se livrent un certain nombre de pays, au premier rang desquels d'ailleurs nos voisins allemands. Il n'est pas supportable que dans une Europe, sans parler peut-être des 27, mais au moins l'Europe historique à 15, nous faisions le constat récurrent, permanent, que sur la sphère agricole et agroalimentaire, ce sont des écarts de charges qui vont de 4 à 6 euros de l'heure travaillée. Comment voulez-vous que dans ces conditions, nous puissions continuer à faire de cette Europe un espace, sinon d'égalité, mais au moins d'équité? Un mot sur le pouvoir de négociation des producteurs. Oui, nous le disons, face à la volatilité et à la flambée des coûts de l'alimentation, nous devons pouvoir répercuter l'évolution des coûts de production. L'agriculture est le seul secteur de l'économie française à ne pas pouvoir le faire. Il faut que ce soit dit, entendu et compris. Les paysans sont exaspérés. Croyez-vous qu'il n'est pas autre chose à faire que d'aller pailler, par exemple, les GMS régulièrement ou d'aller faire brûler quelques palettes ou quelques pneus devant l'entrée de ces mêmes grands magasins? Il est impératif d'appliquer et d'amplifier les accords du 3 mai et, je le dis, le lait, aux côtés du porc, de la volaille et du bovin viande, le lait doit entrer dans le champ des produits retenus pour cet accord et ainsi construire des indicateurs. Il est vital d'assainir les négociations commerciales. Et là, je veux bien sûr rappeler l'enjeu de la LME, d'abord pour dire que cette loi doit être appliquée et respectée. Il n'est pas admissible aujourd'hui de voir des contrats vidés de leur contenu, des réductions exigées sans aucune contrepartie, des pressions psychologiques et économiques scandaleuses exercées par les enseignes sur les entreprises.
et en particulier sur les PME. D'ailleurs, 2 d'entre elles ont reconnu récemment publiquement qu'elles travaillaient à marge zéro, voire à marge négative avec les grandes marques et qu'elles se refaisaient une santé financière sur les PME. Est-ce que ceci est tolérable? Est-ce que ceci est acceptable? Le 21 novembre dernier, Monsieur le Ministre, lors de la table ronde au cours de laquelle, à vos côtés, Messieurs Garot et Hamon étaient présents, vous avez fait des promesses. Mais depuis, je fais le constat que rien n'a bougé. Conséquence, les résultats des négociations n'ont jamais été aussi durs cette année. De nouvelles promesses ont été faites pendant le Salon de l'agriculture, puis dans le cadre du plan de relance de l'élevage. Alors, Monsieur le Ministre, maintenant nous attendons des actes. Nous attendons des actes à la fois législatifs, nous attendons des initiatives, nous vous attendons, pour être clair, sur ce dossier-là. L'organisation des producteurs et des filières. Un mot sur ce sujet-là également. Construire des prix, créer de la valeur, ça passe aussi par une organisation sans doute plus mature de nos filières. Il faut là aussi que nos transformateurs jouent le jeu. Compétitivité, innovation, restructuration, nous en avons besoin, contractualisation. Et nous attendons, Monsieur le Ministre, que la Banque publique d'investissement, dont on parle beaucoup, nous attendons que cette banque puisse dégager aussi des moyens indispensables pour accompagner toutes ces initiatives. Il faut que nous sachions aussi renforcer le pouvoir de négociation des producteurs. Il s'agit maintenant de tirer le meilleur parti des avancées durement négociées, grâce en particulier à Michel Dantin, parlementaire européen, dans le mini-paquet lait, et pourquoi pas de les étendre à d'autres secteurs de production. Nos organisations de producteurs, il faut les muscler. Nos interprofessions, il faut les consolider, car nous espérons que leur caractère privé sera définitivement tranché par la Cour de justice européenne. Je vous le dis solennellement, Monsieur le Ministre, améliorer, oui, détricoter, non. Un mot également, puisque ça fait partie aussi des sujets, de l'attractivité de nos métiers. Prenant sa responsabilité d'organisation patronale représentative des employeurs de la production agricole, la FNSE a engagé, il y a 3 ans, une campagne de communication sur le thème « L'agriculture des métiers à la mode ». L'an dernier, nous avons poursuivi avec comme thème « Les métiers de l'agriculture, ils font tourner la terre ». Notre objectif, c'est bien d'appeler l'attention sur la réalité de nos métiers, leur contenu, leur intérêt. Et comme l'a souligné tout à l'heure Raymond Choubi, nous sommes un secteur majeur sur le plan paritaire. Nous ne voulons pas nous fondre avec les organisations patronales de l'interprofession que sont le MEDEF, la CGPME, les artisans. Je crois que le propos tout à l'heure sur ce plan-là était tout à fait clair. Nous sommes aujourd'hui la seule organisation représentative des employeurs agricoles et sur le débat de la représentativité patronale, nous ferons valoir notre place pour être entendus aux côtés de l'interprofession. Monsieur le Ministre, nous espérons que vous comprendrez que les enjeux que représente cette situation pour les employeurs concernés, les centrales ouvrières et tous les salariés, mais aussi pour votre ministère dont nous souhaitons qu'il garde la mainmise sur ces dossiers. Il en va de même de l'enseignement agricole, une réussite exemplaire, mais parfois trop peu défendue par notre tutelle, je le dis là aussi très clairement. Enfin, y a-t-il d'autres secteurs qui puissent se targuer d'avoir 92 ou 13% de ces jeunes formés, qualifiés, diplômés, qui sortent de l'enseignement agricole et qui trouvent un job dans les 6 mois. Je n'en connais pas d'autres. C'est une réussite, à nous de la défendre, à nous évidemment de faire en sorte que ceci perdure. C'est pourquoi je voudrais vous dire, Monsieur le Ministre, ne vous trompez pas. Ne confondez pas la représentativité patronale avec la représentativité des exploitants. J'espère que nous nous serons compris sur ce sujet-là. Un mot sur la PAC. Le chef de l'État, dans le droit fil de ses prédécesseurs, s'était engagé à maintenir le financement de la PAC alloué à la France. On peut le dire parce que je l'ai souvent rappelé depuis le 8 février dernier, c'est une chose qui a été acquise durement, mais la France, par la voix du chef de l'État, s'est battue sur ce dossier-là. Nous pouvons regretter que dans cette emblématique politique agricole commune, nous ayons assisté à ce que j'appellerais pudiquement
une discussion de marchand de tapis. Reconnaissons toutefois que la France agricole s'en est bien sortie. Malheureusement, l'Europe s'en est sans doute sortie un peu affaiblie. C'est vrai pour le budget général, mais c'est vrai aussi pour le budget d'agriculture. Aujourd'hui, la situation est claire. Le Parlement a son mandat, le Conseil a son mandat, et nous connaissons le projet de la Commission. La mobilisation de la FNSEA et de son réseau a payé. Face aux propositions parfois sévères de la Commission européenne présentées le 12 octobre 2011, des améliorations ont été apportées par le Parlement et sa Commission agricole sur le verdissement, sur le recouplage, sur la convergence interne, sur l'OCM unique. Commence maintenant une phase difficile avec ce qu'on a appelé hier les fameux trilogues. 30 ou 32 trilogues vont être discutés. Trilogue qui devrait amener un certain nombre de consensus entre Commission, Conseil et Parlement. Mais je voudrais vous rappeler, Monsieur le Ministre, que nous sommes, nous, attachés à un certain nombre de points. D'abord, sur le verdissement, qui s'applique sur tout le territoire européen, avec pragmatisme et intelligence. Savoir être progressif et reconnaître les équivalences, voilà deux conditions indispensables. Nous nous opposons aujourd'hui fermement aux 7% de surface d'intérêt écologique. Nous nous y opposons. Nous exigeons de la souplesse sur le retournement des prairies. Et enfin, il faut, dans la mesure dite de diversité des assolements, prendre en compte les productions et pas seulement les cultures. Je pense en particulier à certains territoires du Sud-Ouest ou d'Alsace qui développent par ailleurs des productions qualifiées d'excellence française. Prenons en compte les productions, ne prenons pas en compte simplement les productions, ne prenons pas en compte simplement les cultures. Voilà un sujet sur lequel nous aurons, et nous attendons en tout cas, des avancées significatives. La convergence, elle doit être lente et raisonnée pour permettre aux différents secteurs de production et aux filières d'assimiler ces nouvelles donnes économiques. Le maintien du régime sucre jusqu'en 2020, oui, nous en faisons aussi une condition. Même chose pour le régime des droits de plantation viticole. La consolidation des avancées contenues dans les propositions que Michel Dantin a proposées autour de l'OCM unique, le pouvoir de négociation des producteurs, le droit de la concurrence, voilà des sujets sur lesquels nous serons particulièrement attentifs. Le deuxième pilier, parlons-en. Il doit être évidemment centré sur les soutiens aux producteurs agricoles, avec en particulier, oui, il faut l'affirmer, le renforcement de la compensation des handicaps, le renouvellement des générations, l'installation des jeunes, le soutien aux investissements, y compris dans la recherche et l'innovation, la gestion des risques, là aussi il faut en parler, soyons pugnaces, la gestion des risques, outil d'avenir, sans doute insuffisamment pris en compte aujourd'hui par à la fois les différentes instances, je dois le reconnaître aussi par un certain nombre d'États membres et certainement même de nos collègues. La FNSEA n'est pas opposée, vous le savez, à une régionalisation qui puisse être renforcée. Mais je le dis là aussi avec beaucoup de fermeté, nous serons en revanche opposés à toute initiative qui reviendrait à mettre sur pied 22 petites politiques agricoles régionalisées. Ce ne sera pas supportable et supporté. En fait, nous sommes tout simplement pour une PAC qui accompagne, qui rassure et qui, sur tous les territoires européens, traite de façon identique tous les paysans. Voilà ce que nous revendiquons à travers cette future PAC. Alors, Monsieur le Ministre, vous le voyez, l'agriculture et ses filières sont un atout pour la France. De nombreux sujets considérés comme simplement, entre guillemets, agricoles il y a 3 ans, deviennent de vrais sujets de société. Oui, je l'affirme devant vous, nous sommes un secteur d'excellence. Alors soyons ensemble ambitieux pour notre agriculture. Ne modifions pas, au gré de majorités politiques différentes, les règles qui nous régissent, comme par exemple le financement public syndical, ou le périmètre des invités à certains groupes de travail. L'agriculture mérite mieux que cela. Nous n'accepterons pas, Monsieur le Ministre, que vous puissiez aller puiser dans la caisse du CASDAR, alors que plus que jamais, nous avons besoin de moyens de recherche
appliquée notamment, mais de recherche, d'innovation et de développement. N'allez pas, Monsieur le Ministre, avec cet argent du CASDAR, abonder le budget général de l'État. Sans quoi, je vous le dis, les paysans ne sauraient accepter cet impôt dont ils sont les seuls contributeurs. La recherche et l'innovation, c'est sans doute une des clés de notre avenir. Du produire plus et du produire mieux, ce que peut-être, vous nous le direz, vous appelez, vous, le produire autrement. Mais je suis chargé, Monsieur le Ministre, par notre Congrès, par cette salle, je suis chargé de vous dire, Monsieur le Ministre, que de votre côté, vous devez, vous aussi, travailler autrement. Travailler plus et travailler mieux. De même, Monsieur le Ministre, ne vous servez pas de nous pour relayer ou expliquer des décisions qui sont les vôtres, prises sans concertation préalable. Vous avez la chance, je dis bien vous avez la chance, d'avoir un syndicalisme majoritaire qui se veut un syndicalisme de solution. Donnez-lui la place qu'il mérite. Au travers de ma parole, c'est celle de 56% des suffrages exprimés aux dernières élections aux chambres d'agriculture. Voilà, Monsieur le Ministre, une représentativité qui, je pense, vous permet de pouvoir dire que vous avez devant vous l'exhaustivité de la diversité agricole française. Ne l'oubliez pas. Enfin, pour terminer mon propos, je voudrais rappeler que depuis des décennies, des efforts énormes, considérables, ont été faits par les agriculteurs, mais souvent trop peu reconnus. Partie intégrante de la société, atout pour notre économie, atout pour notre emploi, atout pour nos territoires, atout pour nos paysages, pour notre biodiversité. J'ai envie de dire, l'obligation aujourd'hui nous est faite de faire en sorte que ces savoir-faire se traduisent en faire savoir. À nous, à vous, Monsieur le Ministre, à nous, producteurs, à nous, membres de la filière, de faire en sorte qu'à tous les niveaux, nous sachions valoriser les moyens de la communication, la presse, la radio, la télévision, mais aussi désormais la communication digitale avec tous ces moyens modernes et ces réseaux sociaux. Il nous faut plus que jamais communiquer sur ce qu'est l'agriculture, ses ambitions, ses projets, ce qu'elle apporte au pays, là où évidemment elle a encore des progrès à faire, mais qui n'en a pas à faire, et que nous sortions dans cette espèce de vision binaire, comme si demain il n'y aurait de salut que pour une certaine agriculture et que les autres, on n'a pas envie de les voir parce que parfois ils dérangent, parfois ils gênent, parfois ils me remettent en cause un certain nombre d'idées que nous avons en tête. Et si je dis cela en terminant mon propos, c'est parce que nous voulons plus que jamais faire reconnaître que dans cette grande diversité de l'agriculture française, ça n'est pas un handicap que nous portons, c'est une chance, c'est un atout pour notre pays, c'est en tout cas le vœu que je forme devant vous, le vœu que nous puissions rester debout, fiers d'être paysans, fiers surtout de pouvoir retrouver les marges de compétitivité qui nous manquent, fiers aussi, dans une situation qui est extrêmement difficile dans ce pays, de contribuer justement au redressement productif. Merci de votre attention.